On dit aussi que l'article 35 de la Constitution est fait pour éliminer Ouattara. Il y en a qui disent non, ce n'est pas fait pour éliminer Ouattara. Mais oui, c'est fait pour éliminer Ouattara. Ah ben oui, c'est pour régler le cas de Ouattara que les constituants ont écrit ça. Mais il faut que les Ivoiriens aient le courage et l'honnêteté d'assumer ce que le peuple de Côte d'Ivoire a voté. Quand on n'est pas courageux, on ne fait pas la politique. J'étais choqué que M. Ouattara soit candidat à l'élection présidentielle. Ça avait émis des personnes, mais je le répète, je suis choqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être haut fonctionnaire, selon moi, dans un pays, pour un pays, et puis après se retrouver dans un autre pays où on est candidat à la présidentielle là-bas. Moi, je n'ai jamais vu ça. Et devant vous, Alassane Ouattara. Qui suis-je? Je suis né le 1er janvier 1942 à Dimokro, comme l'atteste mon acte de naissance. La déclaration de naissance établie à l'époque par le médecin capitaine Bergogneau peut être consultée à tout moment et en toute liberté à Dimokro. Mon père s'appelait Dramane Ouattara et ma mère ici présente s'appelle Nadintou Ouattara, née Cissé, et on l'appelait à Dimokro Ouattara Mousso, c'est-à-dire la femme du vieux Dramane Ouattara. Mon père, Dramane Ouattara, est ivoirien. Il est de Kong, en Côte d'Ivoire. Mon père a eu à exercer à Sendou, non loin de la frontière ivoirienne, les fonctions de chef traditionnel de village. Sendou faisait partie de l'ancien empire de Kong, qui couvrait alors une partie de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Ghana. Et c'est vers 1888 que naquit mon père Dramane Ouattara. Vous savez que je parle d'une époque où les frontières n'existaient pas. Nos traditions et les règles de succession dans ces chefferies ignoraient les frontières héritées de la colonisation. C'est ainsi que, conformément aux règles et procédures de succession propres à chaque communauté, mon père, un Ivoirien authentique, descendant de Sékou Ouattara, s'est retrouvé chef à Sendou. Et tenez-vous bien, la première fois que le conseil de famille devait le nommer, il a été calé parce qu'on disait qu'il était ivoirien et qu'il ne pouvait pas accéder à la chefferie à ce titre. Quelqu'un d'autre, un de ses cousins, a été nommé à sa place. 4 mois après, celui-ci malheureusement rendu l'âme, et c'est comme ça que mon père donc est devenu chef de village à Sendou. Bien qu'étant chef à Sendou, il n'a jamais cessé d'être ivoirien. À preuve, à chacun de ses passages entre la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire, les autorités frontalières constataient ses allées et venues dans son passeport ivoirien, que voici. Établi donc le 29 mars 1966 30 mars 1963 à Abidjan, et donc avec lequel il venait en Côte d'Ivoire, et vous verrez les tampons de la frontière de la Haute-Volta en son temps, pour bien montrer qu'un citoyen ivoirien quittait la Haute-Volta pour se rendre en Côte d'Ivoire. Faut-il encore le rappeler, mon père Dramane Ouattara n'a jamais été voltaïque ou burkinabé. J'en veux aussi pour preuve sa carte nationale d'identité établie le 20 mars 1963 à Dimokro par le commissaire de police de l'époque et non en 1952, comme certains ont pu le faire croire au niveau de notre justice. Voici l'original, voici sa carte d'identité. Quant à ma mère, elle est originaire de Gbeleban, dans le département de Guéné. Elle est née à Dabou,
où mon grand-père Ibrahim Cissé a passé une bonne partie de sa vie. J'ai eu la chance d'avoir une mère dont les parents étaient amenés à se déplacer beaucoup hors de Côte d'Ivoire à cause de leurs activités. Ils étaient pour cela obligés d'avoir des documents, des papiers. À titre d'exemple, ma mère m'a remis le passeport de mon grand-père, Ibrahim Cissé, né en 1868 à Belédan, en Côte d'Ivoire. Passeport que je présente également au directeur. Mon grand-père maternel est bien ivoirien, donc Nabintou Cissé, sa fille, qui est donc devenue Nabintou Ouattara par mariage coutumier, est l'épouse de mon père. Figurez-vous que dans la campagne de dénigrement qui avait été orchestrée contre moi, on avait prétendu qu'elle n'était pas ma vraie mère. Alors, nous nous sommes volontairement soumis à un test ADN, c'est-à-dire un test qui montre bien que vous êtes issu de quelqu'un. Nous avons donc fait ce test ADN et il est formel. Il confirme sans ambiguïté aucune, bien entendu, que Nabintou Ouattara, né Cissé, est bien ma mère et que je suis bien son fils. Mon père est ivoirien de naissance. Ma mère est ivoirienne de naissance. Mes grands-parents sont ivoiriens de naissance. Mes frères et sœurs sont tous ivoiriens de naissance. Et tous ont leur certificat de nationalité ivoirienne. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, on refuse de m'établir mon certificat de nationalité ivoirienne. Alors que nous connaissons le code de la nationalité, est ivoirien toute personne née d'un parent ivoirien. Et ma carrière. J'ai commencé l'école primaire à Dimokro et ensuite j'ai suivi mon père à Saint-Doux. Après mes études secondaires, sanctionnées par le baccalauréat en 1962 à Ouagadougou, j'ai bénéficié d'une bourse américaine. La question que se posent souvent les personnes sceptiques est la suivante. S'il n'est pas voltaïque, comment a-t-il pu bénéficier d'une bourse au titre de la haute volta? La réponse est simple. Les bourses offertes pour effectuer des études à l'extérieur d'un pays étaient attachées à cette époque au territoire et non à la nationalité du bénéficiaire. Ainsi, ils sont légion des ressortissants des pays voisins qui ont fait leurs études avec des bourses étrangères offertes à la Côte d'Ivoire. On ne choisit pas forcément dans une classe, ou on ne choisissait pas forcément dans une classe ou dans un établissement scolaire des personnes de la nationalité du pays, mais les meilleurs élèves, même s'ils n'étaient pas des nationaux de ce pays. À leur lieu de destination, c'est-à-dire dans mon cas aux États-Unis, ces élèves sont classés automatiquement dans le contingent du pays de départ. Voici donc comment mon histoire voltaïque a commencé. Beaucoup de personnes qui sont dans une situation similaire sont aujourd'hui établies dans leur pays d'origine, et tel est mon cas. Comme économiste, j'ai commencé ma carrière professionnelle au FMI. Cela a été une expérience enrichissante, puisque j'ai eu l'occasion ainsi de visiter de nombreux pays et de m'enrichir de multiples expériences à travers le monde. J'ai été heureux d'avoir été recruté quelques années plus tard à la BCEAO, dont le siège était alors à Paris, car cela me donnait l'occasion de travailler enfin pour mon pays. C'est à Dakar, dans le cadre d'un accord entre les autorités voltaïques d'alors et le président Houphouët-Boigny, que j'ai été nommé en 1982 vice-gouverneur de la BCEAO, poste normalement dévolu au Burkina Faso. Le président Houphouët avait certainement ses raisons. Mais dès que le président Sankara eut accédé au pouvoir à Haute-Volta, il exigea que je sois remplacé par un Burkinabé, ce qui a été fait. Dans l'exercice de mes fonctions à la BCEAO,
un passeport diplomatique m'a été délivré par la Haute-Volta. Tout le monde sait que le passeport diplomatique n'est pas une pièce d'identité. Il peut être délivré par un État souverain à des étrangers dans l'exercice d'une fonction. On me reproche d'avoir utilisé le passeport diplomatique voltaïque pour établir les actes notariés d'achat de biens immobiliers et une fiche d'ouverture de compte bancaire. Demandez à n'importe quel juriste. Il vous expliquera que ces actes sont de nature purement commerciale et n'ont donc pas pour effet d'établir une nationalité. Et c'est cela la vérité. C'est le lieu de préciser que tout en étant détenteur d'un passeport diplomatique de la Haute-Volta, jamais je n'ai travaillé dans la fonction publique burkinabé, jamais je n'ai travaillé dans le secteur privé en Haute-Volta. Et cela peut être vérifié pour quelqu'un qu'on traite de burkinabé. Pour compléter cette présentation, j'ai occupé les fonctions de directeur Afrique du Fonds monétaire international de 1984 à 1988. Mon retour dans cette institution s'est fait après consultation, non pas des autorités burkinabées en 1984, mais du président Félix Houphouët-Boigny, que j'étais allé voir à sa résidence à Masran en septembre 1984. Il était heureux donc de cela et il a demandé au ministre Aké Siméon de me faire établir un passeport diplomatique compte tenu de l'importance de cette fonction. Et voici également ce passeport diplomatique. Au décès du gouverneur Abdoulaye Fadiga, à qui je dois beaucoup dans ma carrière, le président Houphouët m'a fait le grand honneur de me rappeler pour assumer cette fois les fonctions de gouverneur de la BCEAO, poste réservé à la Côte d'Ivoire. Or, j'ai entendu mon frère, le président Babo, affirmer qu'il était choqué par le fait que j'ai été vice-gouverneur au titre de la Haute-Volta. Loin de moi toute idée de polémique, mais il sait mieux que quiconque que la BCEAO est une institution sous-régionale qui appartient à 8 États d'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Sénégal et le Togo. Je n'ai pas été gouverneur de la Banque centrale du Burkina Faso. Ceci n'existe pas. J'ai été gouverneur de la BCEAO. Qui mieux que le Burkina Faso a autorité de dire qui est ou non son ressortissant? Le président Blaise Compaoré l'a précisé dans une correspondance que j'ai versée dans mon dossier de candidature au présidentiel d'octobre 2000, puisqu'il fallait le faire compte tenu des dispositions dans le code de la Constitution qui a précédé la Constitution de la Deuxième République. De plus, il y a un autre fait qui me paraît important, parce que avant de me nommer au poste de directeur général adjoint au Fonds monétaire international, M. Michel Kansu, qui en était le directeur général à cette période, a pris soin de consulter le chef de l'État ivoirien, le président Henri Konan Bédié, et non pas le chef d'État burkinabé. Et pourtant, je suis rejeté hors des frontières de mon pays et refusé par les autres. Donc je suis apatride. Pouvez-vous imaginer ce que l'on ressent dans ce cas? J'ai été accusé de faux sur mes cartes nationales d'identité de 82 et de 90. Les autorités politiques d'alors qui ont porté ces graves accusations ont ouvert même une information judiciaire à mon encontre. J'en ai souffert parce que je voyais là une attaque contre mon intégrité et mon honnêteté, alors que j'ai bâti toute ma carrière précisément sur mon intégrité et mon honnêteté.
en 1982, alors qu'on n'avait aucun intérêt à douter de ma nationalité. Ma carte d'identité m'avait été établie normalement au commissariat de Marcory, au vu des pièces exigées. J'avais égaré cette carte. J'ai tout naturellement fait établir une autre carte d'identité. Donc voilà, on me dit, vous avez une carte de 82 qui dit ceci, une carte de 90 qui dit cela. De la pure machination. Et la même chose pour mon acte de mariage. Que certaines personnes, sur instruction de qui je ne pourrais vous le dire, sont allées retirer du tribunal à Philadelphie. Ils ont mis du blanco sur certaines parties, qu'ils ont photocopié et que des avocats sont venus présenter à la télévision nationale comme étant l'original de mon acte de mariage. Et bien sûr, les médias d'État ont été utilisés, instrumentalisés pour dire que ceci était cela, rien que des mensonges. Ils savent bien, ceux qui le font, que je suis ivoirien, et ils savent bien que je suis ivoirien à titre exclusif. La mère d'Alassane Ouattara est vivante. Ma mère Adja Nabintou Cissé, originaire de Guéléban, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. La voici la maman. Voici la maman. La voici. Elle vit à Cocody et tout le monde la connaît maintenant. Mais est-ce que M. Bédier a présenté ses pièces? Jamais!